Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Une édition d'information que nous débutons par cette brève. Le croissant lunaire a été aperçu cet après-midi au quartier Birni. C'est dans la commune de Zender, selon des sources dignes de foi. Ainsi, en attendant l'officialisation de cette information, le mois béni de Ramadan débutera ce lundi, Inch'Allah, au 11 mars 2024. Au nom du directeur général et du personnel du groupe de presse Labari, nous vous souhaitons un bon mois béni de Ramadan à toute la Oumma islamique du Niger. Le collectif des avocats des enfants mineurs du feu Maman Abou était ce matin face à la presse à l'effet de porter à l'attention de l'opinion nationale et internationale sur l'évolution du dossier. C'était à travers un point de presse animé par Maître Oumarou Menassara en présence des membres du collectif. On écoute Maître Oumarou Menassara dans cet extrait avant de le trouver l'intégralité en partie magazine de cette édition d'information. En tant que collectif, nous avons observé depuis que le débat a été lancé après le décès de feu Maman Abou le 13 juillet 2020, depuis que le débat a été lancé autour de sa succession, nous avons été contraints, par respect dit à la mémoire du défunt, mais également en raison de la nécessaire protection due à l'enfance, d'observer dans le silence des dysfonctionnements graves de nos juridictions ayant conduit à une première décision contre les intérêts de ces enfants, décision contre laquelle nous avions interjeté appel dans l'espoir qu'en appel, nous trouverons une justice équitable, juste et fondée sur les valeurs sacramentelles des droits de la défense. Mais il s'est trouvé que notre espoir heurte et bute encore contre un mur de silence, édifié et solidifié par des mains inconnues qui pensent qu'ils ont tout intérêt à déshériter des enfants nés dans le cadre du mariage. L'orphelin est au centre de notre action aujourd'hui et c'est pour cela que nous demandons votre ultime attention pour que vous compreniez que ce débat ne s'arrête pas à ce dossier simplement. Il concerne toute la législation nationale, il concerne toute l'opinion nationale parce que nous naissons dans un cadre légal et c'est ce cadre légal qu'il faut respecter. Avocats, magistrats, hommes politiques, commerçants et tous autres. Nous œuvrons parce que nous estimons que nous devons garantir une certaine fiabilité, une certaine conscience, un mieux vivre à notre descendance. Vous retrouverez l'intégralité de ce point de presse en partie magazine de cette édition d'information. Le Grand Hôtel de Niamey a abrité hier après-midi une conférence citoyenne portant sur l'uranium, héritage et souveraineté. Il s'agit d'une activité menée par le collectif des organisations de la société civile de la région d'Agadez en vue d'échanger avec d'éminents panélistes sur le dialogue essentiel à propos des extractions minières et leur impact sur notre cher pays, le Niger. Le résumé de cette conférence citoyenne avec Adam Ousmana et Ali Duprema. Avec une oreille attentive que le public a suivi les exposés très pertinents sur l'exploitation de l'uranium au Niger. Ainsi, en marge de ce rendez-vous du donner et du recevoir, l'initiateur n'a pas manqué de souligner toute son importance. La question de l'uranium, c'est une question qui est plus cruciale pour la vie des populations d'une certaine partie du pays. Et le deuxième objectif, c'est d'attirer l'attention du pouvoir public et pour qu'on arrête 50 ans, ça suffit. Il
faut qu'on arrête cette exploitation sauvage qui met en péril ses propres concitoyens. Souvent, qu'est-ce qu'on trouve? L'État, même l'État qui est regardant, il nomme des personnes qui les représentent, mais ces personnes-là sont récupérées par le multinational et qui font leur jeu, qui s'en fichent de l'intérêt de l'État, du pays et des concitoyens. Et donc la responsabilité est partagée, mais nous pensons que les cadres maintenant qui sied est propice, n'est-ce pas, à l'arrêt de ce comportement-là. Nous sommes convaincus de ceux qui disent que la refondation c'est maintenant et que c'est maintenant qu'il faut acter les grands changements dont la question de l'uranium qui est très cruciale pour la survie de certaines populations. Abarka Al-Hassan de poursuivre son intervention en souhaitant que leur combat sera bien cerné par les uns et les autres. Je vois à l'avenir avec les combats que nous menons, avec l'aide des responsables politiques, qui ne sont certainement pas tous les mêmes, et que quelqu'un aura peut-être le courage de s'attaquer à la question. Et peut-être que la justice qui reste les derniers remparts et qui rend du peuple tranchera en faveur des organisations de la société civile qui dénoncent ces manquements-là pour que nos concitoyens vivent dans un environnement sain tel que contenu dans les préambules de constitution, dans les protocoles d'accord des droits de l'homme à travers la région, l'Afrique et tout le monde. La pertinence du thème, objet de cette conférence, a amené l'assistance à apporter soit des contributions, soit demander plus d'éclaircissements. La suite de cette édition d'information avec ce volet reportage consacré aux plantes. Les plantes consistent à embellir la maison. Et quelle est l'importance donc de ces plantes dans l'embellissement de maison? C'est dans un reportage signé Nana Ferdow Saleh et Ibrahim Amadou. Les plantes sont des êtres vivants, essentiels à notre écosystème. Leur diversité et leur beauté sont fascinantes. Ainsi, un revendeur des plantes explique comment se fait la production, la commercialisation et l'achat des plantes. Ce que nous le faisons en fonction des moments. Les boutures ne réussissent pas à 100% tous les temps. Les graines, quant à elles, c'est leur moment à cette période de chaleur. Il n'y a pas un prix fixe pour nos plantes. Tout dépend du marché. Cependant, les plantes proviennent de divers horizons, explique un revendeur. Il y a certaines plantes que nous achetons. La plupart nous proviennent de l'intérieur du pays, de Maradi, de Gaïa et de Sadori. À cet effet, les revendeurs lancent un appel aux jeunes qui restent à ne rien faire. Je lance un appel aux jeunes à se fixer un objectif. Il n'y a pas de sous-métier à ton coutume de dire. Et il vaut mieux avoir une occupation que de toujours tendre la main. De manière générale, les plantes sont d'une grande importance pour les êtres humains. Du sport avant la partie magazine de cette édition d'information. Après près d'un mois de compétition, la 3e édition du tournoi de football à l'école Baleara a pris fin hier samedi à l'école Al-Fatah. Une édition qui a vu le sacre de l'école quartier de Baleara face à son challenger du jour, l'école Jitikanat, qui n'a pas non plus démérité. Le point avec nos envoyés spéciaux Adam Soumana et Soumala Ablaye. Entamé le 17 février dernier, la 3e édition du tournoi de football à l'école de Baleara connaît ainsi son épilogue à travers cette finale ayant opposé l'équipe Baleara Quartier en jaune à celle de Jedikamat en orange. Une opposition qui a répondu aux attentes du promoteur de ce tournoi qui n'a pas manqué de louer l'appui dont cette édition a bénéficié. Nous avons, à travers le tournoi, vu et reçu tout ce que
nous attendons. Nous espérons que pour la 4e édition, ça va avoir des tentacules dans les autres écoles qui sont à proximité de Balayara. Si nous arrivons à l'élargir dans les autres écoles, nous serons obligés d'aller vers l'institution mère pour vraiment nous cadrer. ADRA vraiment nous a surpris en faisant un geste dans l'organisation de ce tournoi. Donc je profite de ce micro pour vraiment les remercier. Et que si les autres institutions peuvent emboîter le pas à ADRA, ce tournoi va vraiment grandir. Cette finale ayant suscité l'engouement chez la jeunesse du Tagazar se vit honorée par la présence de nombreux invités de marque, des autorités académiques et celles politiques du département. En marge de ce tournoi, le représentant du premier responsable du département a tenu à saluer cette noble initiative dont il souhaite son élargissement et accompagnement par d'autres institutions à l'image de la FENIFOOT. Elle est salutaire. D'abord, il a organisé une bonne initiative. Cette initiative crée la cohésion, la fraternité et l'amour du football. Vraiment, c'est ce que j'aurais donc à le dire. C'est prochainement, avec cette initiative, si possible, qu'il arrive à élargir ce tournoi-là pour que ça touche toutes les écoles de la commune. Même s'il faut commencer ça donc, au début, pour que ça prenne trop de temps, pour que chaque école puisse en tout cas participer. C'est ça le grand sujet. Et nous sommes surtout dans une période où il faut monter l'amour de la patrie. C'est ça. L'initiateur en tout cas de ce tournoi-là, il est à saluer, il est à encourager. Nous l'encourageons vraiment très, très vivement. Et que prochainement, Inch'Allah, la préfecture sera toujours prête à les accompagner. Même s'il faut, en tout cas, s'il faut prendre attache avec d'autres ONG ou bien une autre institut qui peut appuyer ce tournoi, nous le ferons. Surtout la FENIFOOT, Inch'Allah. Notons que cette finale a été d'une bonne facture à la satisfaction du public, tout en marquant le sacre de Balayara Quartier après un match nul à la fin du temps réglementaire et à l'issue de la séance des tirs au but. Balayara Quartier s'en sort ainsi avec la coupe de la 3e édition, un jeu de maillot et 2 ballons, plus une somme de 50 000 francs CFA. Le finaliste malheureux, à savoir Jidi Kamat, a reçu une enveloppe de 30 000 francs CFA, un jeu de maillot et un ballon. Isa Gagadan, qui a fini 3e de ce tournoi, s'est vu gratifié d'une enveloppe de 20 000 francs plus un ballon. Le meilleur joueur du tournoi, issu de Jida Kamat, ainsi que le meilleur gardien, celui de l'équipe championne Balayara Quartier, se sont aussi vus récompensés. Vivement la 4e édition du foot à l'école de Balayara. Voilà, félicitations donc aux organisateurs de cette compétition dénommée Foot à l'école de Balayara. Et félicitations également aux vainqueurs. Nous arrivons donc à la partie magazine de cette édition d'information. Le collectif des avocats des enfants mineurs de Feu Maman Abou était ce matin face à la presse à l'effet de porter à l'attention de l'opinion nationale et internationale sur l'évolution du dossier. C'était à travers un point de presse animé par Maître Oumarou Menesara en présence des membres du collectif. Mesdames, Messieurs, très bonne réception et bon mois béni de Ramadan à toutes et à tous. Une fois n'est pas coutume, nous voici par devant vous en notre qualité de collectif des conseils des enfants Ataga et Adjako Maman Abou pour porter à votre connaissance un certain nombre d'informations utiles à l'opinion et à l'ensemble des justiciables nigériens face à la dérive qui semble s'annoncer dans la gestion de la matière successorale au Niger. Mesdames et messieurs, en tant que collectif, nous avons observé, depuis que le débat a été lancé, après le décès de Feu Maman Abou, le 13 juillet 2020, depuis que le débat a été lancé autour de sa succession, nous avons été contraints, par respect dit à la mémoire du défunt, mais également en raison
de la nécessaire protection due à l'enfance, d'observer dans le silence des dysfonctionnements graves de nos juridictions ayant conduit à une première décision contre les intérêts de ces enfants, décision contre laquelle nous avions interjeté appel dans l'espoir qu'en appel, nous trouverons une justice équitable, juste et fondée sur les valeurs sacramentelles des droits de la défense. Mais il s'est trouvé que notre espoir heurte et bute encore contre un mur de silence, édifié et solidifié par des mains inconnues qui pensent qu'ils ont tout intérêt à déshériter des enfants nés dans le cadre du mariage. Donc, vous constatez que pour une fois, les avocats ne sont pas là pour vous parler de la CEDEAO. Ils ne sont pas là pour vous parler des faits politiques. Mais ils sont là dans l'exercice de leur sacerdoce, notre sacerdoce, celui de la défense de la veuve et de l'orphelin. L'orphelin est au centre de notre action aujourd'hui. Et c'est pour cela que nous demandons votre ultime attention pour que vous compreniez que ce débat ne s'arrête pas à ce dossier simplement. Il concerne toute la législation nationale, il concerne toute l'opinion nationale parce que nous naissons dans un cadre légal et c'est ce cadre légal qu'il faut respecter. Avocats, magistrats, hommes politiques, commerçants et tous autres, nous œuvrons parce que nous estimons que nous devons garantir une certaine fiabilité, une certaine conscience, un mieux vivre à notre descendance. Mais dans le cas d'espèce, nous sommes au regret de vous dire que des frères, des sœurs attendaient simplement le décès de leur propre frère contre et outre les dispositions de notre livre saint, des hadiths et de tout ce que vous savez pour entreprendre une procédure de déshéritage des seuls enfants légitimes qu'il a laissés. Feu Maman Abou n'avait eu, dans un cadre légal, conformément aux coutumes islamiques du Niger, à la coutume touareg musulmane du Niger, les enfants Ataga et Adjako, parce qu'il a épousé leur mère devant des témoins, et ces témoins sont vivants, des hautes personnalités de ce pays. Il a vécu avec elle, conçu dans le cadre du mariage, conformément à la législation islamique, ces deux enfants. Après leur naissance, étant lui-même dans les sérails du pouvoir à l'époque, il leur a conçu des passeports diplomatiques pour les besoins de leur voyage en d'autres territoires. Il les a pris lui-même et les a élevés ensemble avec leur mère jusqu'à ce que le divorce intervienne. Et après le divorce, convaincu et conscient du fait que c'est sa descendance née légalement et dans le cadre du mariage, et je reviendrai sur ces aspects religieux de la valeur sacramentelle de l'enfant né dans le mariage, qu'on cherche aujourd'hui à bafouer d'un seul coup de pied. Il les a pris lui-même en remerciant leur mère pour les garder chez lui, dans le confort familial. Et je me permets ici de vous montrer, messieurs de la presse, des images touchantes qui indiquent de manière claire et nette qu'un père qui n'a pas reconnu ses enfants ne saurait admettre de se mettre au lit pour faire des photos avec eux, pour montrer le degré d'attachement qu'il a envers eux et pour les amener
à vivre ce qui est de sa fierté. C'est ainsi que Maman Abou les a gardés jusqu'à son décès pour que, enfin, aux proches de ces derniers jours, il demanda à la mère de venir les recueillir pour pouvoir mieux les entretenir. Je pense que pour ceux qui connaissent Maman Abou, il n'y a pas mieux que cette image pour démontrer que de son vivant, il a fait le maximum de lui-même pour démontrer à toute l'opinion et à sa famille en particulier que ses enfants sont ses enfants. Ils sont issus de lui dans le cadre du mariage. Qu'à cela ne tienne, lorsqu'il est décédé, les frères Maman Abou ont estimé qu'il fallait tenir un conseil de famille pour désigner un mandataire de la succession. Ce qui a été fait de manière tout à fait simple et tout à fait logique et équitable. Et un des frères a été désigné mandataire. Le PV de conseil de famille est quand même une décision d'une juridiction. Vous ne pouvez pas aujourd'hui assister à un conseil de famille où vous avez des prétentions d'être héritier et ne pas le dire. C'est par après qu'au cours de la gestion de la succession que des incompréhensions sont nées entre la mère qui est tutrice légale de ses enfants mineurs et les autres frères, ou du moins un des frères, notamment le mandataire. Et de là, ils ont déclenché une procédure pour dire que non, ces enfants n'ont pas le droit à l'héritage. S'il vous plaît, je l'ai dit tantôt, et on n'a pas besoin d'épiloguer là-dessus. Pour quelqu'un qui est musulman, qui connaît la valeur du mariage, qui connaît les coutumes du Niger en général et la coutume touareg musulmane du Niger particulièrement, il ne saurait contester les principes selon lesquels al-waladu lil-firash, al-waladu lil-firash, qu'importe la manière par laquelle la conception a été faite, le juge coutumier nigérien ne saurait valablement en droit prétendre que l'enfant né dans le cadre du mariage, reconnu par son père, jusqu'à son décès, nulle autre personne ne l'a contesté, ne peut pas avoir droit à un héritage. Et de là, comme on veut les déshériter, on a déclenché une procédure soi-disant de déshéritage. On a trouvé une justice favorable, commandée, qui a fait droit à cette requête pour dire qu'effectivement, il ne peut pas hériter. C'est de cette décision que nous avons interjeté appel. Pour ne pas trop insister sur tous les aspects qui ont concouru. Mais les aspects sur lesquels nous voulons insister aujourd'hui, c'est ceux de la fraude qui a consisté déjà en première instance à nous présenter un document volumineux avec un lot de pièces pour dire que non, c'est une conception qui a été faite dans les usines médicales européennes, ce ne sont pas ses enfants. Mais on ne conteste pas qu'ils sont nés dans le mariage. On veut simplement dire qu'ils ne peuvent pas hériter. Contrairement aux dispositions de la loi islamique, contrairement aux dispositions de la Risala, de Minhaj al-Muslim, qui fonde la doctrine en la matière, on dit qu'ils ne peuvent pas hériter. Nous avons attiré l'attention du juge sur le fait que, déjà en première instance, les pièces qui nous ont été données par la partie adverse n'ont pas été intégralement communiquées. Nous avons relevé qu'à ce niveau, il faut que le juge fasse attention pour qu'il ne se laisse pas tromper. Hélas, ça n'a pas été le cas. Il a accueilli avec fracas ces pièces-là et toutes les exceptions soulevées ont été écartées pour dire que ces enfants ne peuvent pas hériter. Le débat judiciaire est ainsi fait que si on veut aller de l'avant, il faut quelquefois attendre de voir le recours pour pouvoir exprimer ses intentions. Donc, comme je le disais tout à l'heure,
nous avons estimé que dans tous les cas, ce n'est qu'un premier juge, quelles que soient les erreurs qu'il aurait commises, volontairement ou involontairement, Dieu seul sait s'il n'était pas sous l'emprise ou l'influence d'une autre force qui était le socle de son existence. Nous sommes venus en appel. Manifestement, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Devant le juge d'appel, nous avons attiré son attention sur le fait que les mêmes pièces utilisées en première instance sont encore reconduites en appel alors que nous ne les avions pas eues pour les discuter. Nous avions exigé qu'elles nous soient communiquées avec toute la résistance qu'il faut. On a voulu refuser. Nous avons saisi le tribunal de grande instance hors classe de Niamey d'une requête afin de contraindre la partie adverse à nous communiquer ces pièces-là. Ce qui est tout à fait légitime et logique conformément aux dispositions de notre règlement intérieur qui, en son article 24, dispose que la communication des pièces doit être complète, préalable et spontanée. Nous avions affaire pour la partie adverse à un ancien bâtonnier qui était dans la rédaction de ces textes-là. Mais curieusement, qui ne doit pas s'appliquer à son cas. Plutôt que de communiquer l'intégralité des pièces, il choisit lui-même quelques pièces, il communique, et c'est à l'évidence qu'on se rend compte qu'il n'a pas communiqué la totalité des pièces qu'il veut que le tribunal prenne en compte pour juger et adjuger en faveur de son client. Nous avons dit que non, cette fois-ci, ça ne passera pas. En le disant au tribunal, s'agissant de la matière civile, où les juristes le savent, elle est la chose des parties, nous nous attendions à une réaction d'un arbitre juste et équitable qui apprécie en fonction des données concrètes et des propos et des preuves apportées par les parties, si la prétention tendant à dire que nous n'avons pas reçu l'intégralité des pièces était fondée. Nous étions tombés des nues que d'entendre de la part de la juridiction que non, s'il y a des pièces que vous n'avez pas reçues, dites-le ici, on va les écarter. Ce qu'on est censé discuter en délibéré a été vidé sur les sièges. On a dit alors là, ça ne va pas. Nous avions attiré l'attention de la même juridiction que nous ne sommes pas en train de demander à ce que des pièces soient écartées. Non. Nous demandons le bénéfice du respect de notre droit de la défense, de les discuter amplement et d'en apporter la contradiction nécessaire parce que des pièces, nous en avons. Nous en avons également à communiquer. Mais nous attendions sa réponse à nos conclusions pour voir s'il était nécessaire d'arriver jusqu'à certaines pièces ou pas. Nous avons attiré l'attention de la juridiction que cela ne pouvait pas prospérer de cette manière. Et nous avions même rappelé que ces pièces qui étaient communiquées en première instance étaient totalement fausses parce que nous avons des documents qui les contredisent. Et nous avons saisi le juge pénal pour faux et usage de faux en écriture privée. Plutôt que d'attendre de voir la suite de cette plainte, on veut en catimini, hâtivement, rapidement, aboutir à une décision qui conforte des droits fondés sur des fausses bases. Nous avons attiré l'attention de la juridiction, mais décidément engagé à juger cette affaire le vendredi passé. On nous demande simplement de dire les pièces que nous n'avons pas reçues, on va les écarter. Nous disons encore non. Et tenez-vous bien, on est arrivé jusqu'à entendre à l'occasion de cette audience un témoin qui n'a jamais été signalé au dossier pour venir conforter cette thèse consistant à dire qu'ils ne peuvent pas hériter. On est allé jusqu'à passer outre la connaissance sûre et certaine de ce que l'un des demandeurs est décédé entre l'audience de première instance et celle d'appel, ce qui emporte nécessairement, puisqu'il n'est pas le seul au dossier, suspension de l'instance jusqu'à ce que le conseil de famille soit tenu,
Tout ça là, on ferme les yeux en catimini. Parce qu'on a l'impérium pour dire que ça doit être jugé comme ça. Et nous nous sommes dit que là, il y a encore grand problème. Si on doit continuer à observer que toutes les règles fondamentales, celles relatives à la communication des pièces, celles relatives au décès, connues de l'avocat, si le juge peut prétendre qu'il ne le connaît pas, d'un demandeur en pleine instance, en plein parcours, que le juge passe outre pour pouvoir juger, va et que va l'affaire, sans qu'il y ait conseil de famille, sans qu'il y ait la justification de vrai ou faux si cette personne n'est plus de ce monde, c'est que tentaculairement, nous risquons d'aboutir à ce qui s'est passé en première instance, c'est-à-dire la confirmation de la décision tendant à dire que les enfants là ne peuvent pas hériter. Mesdames et messieurs de la presse, nous estimons que dans ces conditions, il faut que l'opinion sache que le droit successoral est en danger, que nos juridictions qui sont invitées par la loi à n'appliquer que la coutume des partis, l'écartent solennellement et avec la couverture de certaines mains invisibles. Avec la couverture de certaines mains invisibles. Parce qu'il s'agit d'une affaire où on pense qu'il y a des biens à prendre en possession. Parce que sur ce plan, mesdames et messieurs, ce qui nous étonne, ce mandataire-là, en dehors de toute cette affaire, a un mandat contre lui. Un mandat judiciaire où il doit être amené parce qu'il est recherché par la justice. On fait semblant de ne pas savoir où il est. À la limite, on le soutient. Parce que ce mandataire n'arrive pas à gérer ce qui se passe en Europe parce qu'on a des réclamations du fisc européen sur les biens de la succession qui entraînent qu'on puisse même déshériter ses héritiers de certains biens. Mais on ne fait rien. Nous savons que ce mandataire a tenté de corrompre un magistrat en exercice au début de cette affaire. Et le magistrat a réagi, il a refusé, il a rejeté et il a introduit une plainte qui est restée sans suite. Mais ce qui nous choque aujourd'hui, c'est que si à l'époque il avait une certaine protection du pouvoir en place, qu'aujourd'hui le pouvoir en place le cherche lui-même, que nous soyons face à un brigandage judiciaire et qu'il n'y ait personne pour dire arrêtez, c'est un droit protégé par la loi islamique, par toutes les réglementations relatives à la matière successorale dans notre pays. Mesdames et messieurs, je ne sais pas si j'ai omis certaines précisions, mais c'est pour tirer sur la sonnette d'alarme. Du fait que tous ces éléments, nous avons mis ça à la disposition de la juridiction, mais elle semble décider à aboutir à une décision, peut-être dans le sens de confirmer. Nous ne pouvons pas préjuger d'avance de son indépendance, mais nous disons simplement que, en alertant l'opinion, les gens sauront que si décision il y a, elle doit être conforme à la loi. Et que toute atteinte à la matière successorale au Niger est une atteinte aux socles fondamentaux de notre société. En cette veille du mois béni de Ramadan, nous, collectif de ce conseil-là, de ces enfants mineurs-là, nous ne pouvons pas comprendre qu'on s'active à attaquer les intérêts de l'orphelin. Pourtant, on a l'habitude de prier ensemble avec ces magistrats, avec ces autres personnes, dans nos mosquées. Et je sais qu'ils ne peuvent pas ignorer les dispositions du Coran. Nous serait que dans la sourate Doha où on dit fa'ammal yatima fala taqhar. Des comportements de ce genre attirent la catastrophe dans le pays. Il attire
le malaise général. Et Dieu seul sait. L'orphelin, comme l'a dit le prophète, mérite respect et protection. Si des gens pensent qu'ils peuvent se le permettre, notre devoir à nous, comme cela a été dit, il faut qu'il y ait des gens, quel que soit ce que ça va nous coûter, qui soient à mesure de rappeler au respect des normes. Parce que dans le cas d'espèce, encore une fois, c'est la défense de l'orphelin que nous assurons et nous le ferons vaille que vaille. En dehors de la plainte faite par un magistrat au titre du dysfonctionnement de la justice, nous l'avions rappelé tout à l'heure, cette plainte-là n'a pas abouti. Et tenez-vous bien, c'est un magistrat qu'on tente de corrompre qui dénonce, qui va vers son confrère ou collègue magistrat pour dire attention, dans l'exercice de ma profession, on tente de me corrompre pour dire que des enfants ne peuvent pas hériter, j'ai refusé, poursuivez. On dit niet, tu ne bouges pas. Les conseils que nous avions saisis en son temps, l'inspection judiciaire, des faits, des déraillements qui se passaient dans ce dossier, et l'inspection a dressé un rapport en bonne et due forme qui indique que il y a des problèmes, il y a un dysfonctionnement absolu des règles de la justice qu'il faut arrêter. Mais là aussi, aucune autre suite. Donc c'est parce que, naturellement, les gens ont une certaine protection quelque part, qu'ils peuvent tout se permettre, qu'ils peuvent estimer qu'il n'y a aucune règle qui soit que celle de celui qui m'a amené à ma position. Les conseils que nous sommes en train de les dénoncer de manière régulière, et si on ne nous donne pas l'occasion de le dire face à la tribune judiciaire qui est la nôtre, vous êtes également l'autre élément qui tient lieu d'équilibre dans le fonctionnement de nos sociétés. Nous communiquons devant nos tribunaux si nous sommes mis à mesure d'exprimer les violations de la loi. Mais lorsqu'un juge estime qu'une personne décédée peut être jugée même si elle n'est pas là, même si elle n'a pas de représentant, que des pièces fausses versées au dossier doivent être jugées avant que le juge pénal ne se prononce là-dessus, que le fait qu'on ait communiqué des pièces tardivement à la veille de l'audience ne donne pas l'occasion à l'autre partie d'avoir un renvoi pour pouvoir les discuter, qu'on peut juger dans ces conditions, nous disons que alors là, il nous invite à nous adresser, excusez-moi de l'expression, à la rue. C'est pour toutes ces raisons, encore une fois, que nous vous demandons d'en faire large diffusion pour alerter l'opinion nationale sur le droit de l'héritage au Niger. Il est en péril et en danger. Et notre justice aujourd'hui, en tout cas, ne serait-ce que dans ces dossiers, nous pouvons le dire haut et fort, ne suit pas les règles de droit qui doivent imprimer son action. C'est vrai, le dossier est en délibéré. Nous attendons de voir. Nous ne perdons pas espoir parce que d'ici là, nous entendons saisir la même juridiction pour lui signaler tous les éléments encore qu'on vient de développer ici, pour attirer son attention sur le risque encouru lorsque de telles décisions sont rendues dans un État, lorsque les intérêts d'orphelins sont violés. Et nous estimons que nous espérons qu'elle entendra raison pour rabattre le délibéré et autoriser un débat franc, équitable, tenir compte des principes sacramentels qui doivent guider notre justice. Nous avons évoqué une question d'instruction, de mise en état du dossier. Pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, quand un dossier arrive devant une juridiction, les scènes que vous voyez de plaidoirie, répliques, débats contradictoires que nous faisons sont fondées sur une longue mise en état dans les cabinets des avocats et devant un juge. Mais tenez-vous bien, pour ce dossier-là, alors qu'il y a plusieurs magistrats qui peuvent prendre les audiences en question, depuis qu'il est arrivé en appel, c'est un seul magistrat qui le prend.
de telle audience, quand il renvoie à la prochaine audience, c'est encore lui. Ce que nous appelons dans le langage judiciaire le renvoi à cerceau. Ni, pas être des appuis, ni déni. Mais comment on peut faire une justice comme ça? Pourtant, d'autres matières, d'autres dossiers ont été pris par d'autres et des renvois ont démontré que d'autres viennent pour apprécier s'il faut renvoyer ou s'il faut juger. Mais dans ce dossier-là, ça n'a jamais été le cas. Pire, il y a des procédures, et ça je ne suis pas en train de raconter les bobards, c'est vérifiable, qui peuvent durer 5, 8, 10 mois. On s'en désintéresse même. Mais dans ce dossier-là, comme si nous étions dans une procédure d'urgence, on dit que ça fait 4 mois que le dossier est là, doit être jugé. Mais on ne juge pas n'importe comment. On ne juge pas n'importe comment. Encore une fois, le procès civil est l'affaire des parties. Le juge n'est qu'un arbitre. Il n'est qu'un arbitre. Et il n'a pas à dire sa position à l'audience. Montrez-moi les pièces, je vais les écarter. Mais finalement, il va aller en délibérer pour dire quoi?